Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire des mercredis produits de Divalto. Comme vous le savez, ce sont des webinaires qui permettent de présenter des fonctionnalités déjà sorties dans nos solutions ERP et CRM. Aujourd'hui, on va parler de finances et notamment faire un zoom sur le cut-off qui existe maintenant depuis de nombreuses années chez Divalto au travers de différentes fonctionnalités qui vont vous être présentées. Bien évidemment, ce webinaire est enregistré. Vous pouvez le retrouver en replay sur notre page YouTube. Et également, vous pouvez poser vos questions à tout moment au travers des outils questions de ici la plateforme Livestorm qui est utilisée. Donc, n'hésitez pas à poser vos différentes questions ici. Je veux bien passer le slide. Donc, on se présente. On a déjà fait des webinaires ensemble, mais moi-même, Christian Dino, je suis DCPO, c'est-à-dire directeur produit adjoint chez Divalto au sein de la R&D et en charge notamment de l'information produit et de l'innovation. Et je suis accompagné de Benjamin Edel. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Product Manager Finance, voilà, j'ai la responsabilité de tout le domaine fonctionnel du produit sur le métier de la finance en général. Très bien. Du coup, donc n'hésitez pas, si vous avez un problème de lag ou de son, à nous le signaler à travers l'outil question ou chat. Et je vais commencer tout de suite par rapport à notre sujet qui nous intéresse, qui est le cut-off, à vous poser une question quelque part qui va être tout simplement est-ce que vous utilisez la fonctionnalité de cut-off? Donc, je vais soumettre le vote. Donc, normalement, devrait apparaître devant votre écran le sondage, si je ne me suis pas trompé. Et on va avoir comme ça, en fait, ici, déjà un premier retour de l'utilisation finalement du cut-off. Alors, peut-être que vous n'êtes pas vous-même l'utilisateur du cut-off et c'est peut-être un de vos collègues, notamment si vous êtes des CRI dans l'entreprise et que vous suivez ce webinaire pour vous tenir au courant des fonctionnalités de l'ERP. Vous pouvez quand même répondre oui si vous savez que votre collègue DAF, RAF ou autre qui occupe des fonctions finance l'utilise. Mais ça va nous permettre aussi un peu d'adapter en fait notre discours. Alors là, je vois qu'il y a à peu près moitié des répondants. Je ne l'ai pas mis obligatoire la question, donc du coup peut-être vous l'avez pas vu dans l'onglet sondage. Je mettrai l'autre en obligatoire. En tout cas, là pour l'instant, il y a quand même une quinzaine de personnes qui nous disent qu'ils ne connaissent pas ou n'ont pas encore utilisé la fonctionnalité cut-off. Donc justement, Benjamin, comme ça, tu pourras adapter la discussion. Donc au sommaire, aujourd'hui, on suit à peu près toujours le même sommaire de ces mercredis produits. Une introduction de la part de Benjamin sur la fonctionnalité, ses objectifs, à qui ça s'adresse. Ensuite, on ira dans la démonstration live des fonctionnalités et on sera là à vous présenter donc la toute dernière version sous Divalto One. Mais bien évidemment, Benjamin précisera à partir de quelle version de l'ERP vous avez accès à ces fonctionnalités et si éventuellement il y a quelques petites différences ou nouveautés dans la version qu'il présente, donc il fera sa démonstration. Et puis on finira par une session de questions-réponses et de conclusions, mais comme je vous l'ai dit, et je vous le répète, vous pouvez poser vos questions à tout moment dans l'outil questions de préférence, plutôt que l'outil sondage. Comme ça, moi, pendant que Benjamin parle, je pourrais vous répondre individuellement ou j'interrogerai Benjamin par rapport aux questions. Donc voilà, Benjamin, je te laisse ta main. Parfait. Merci Christian. Alors effectivement, pour démarrer cette présentation, une brève introduction pour rappeler un petit peu de contexte métier à cette opération de cut-off. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit d'un des grands principes comptables qui concerne donc l'indépendance des exercices et qui va se matérialiser finalement par l'affectation des charges et des produits à leur période de consommation, mais aussi à la valorisation des stocks. Alors historiquement et réglementairement, c'est une opération qui est plutôt réalisée en fin d'exercice, au moment de la clôture pour répondre aux besoins d'image fidèle et sincère des
des comptes annuels. Mais c'est vrai que depuis plusieurs années maintenant, avec l'automatisation comptable des logiciels, avec voilà, les besoins de vision et d'anticipation de la part des dirigeants, c'est une pratique finalement qui va se réaliser à fréquence assez régulière, avec notamment ce qu'on appelle des situations intermédiaires ou des clôtures fictives, pour pouvoir réaliser finalement ce genre de travail, soit sur du semestre, du trimestre, voire même du mensuel. Alors les objectifs de ce module de cut-off, on va dire qu'il y en a trois. Il y en a un premier qui va vous permettre de réaliser une analyse, c'est-à-dire de pouvoir tracer l'ensemble des opérations que le système a détectées pour être pris en charge dans le cadre du cut-off. Donc, ça va vraiment vous proposer un export détaillé de l'ensemble des opérations, mais également une simulation des écritures proposées. Donc, ça, c'est vraiment un travail en amont qui est assez intéressant pour faire un pré-contrôle. Vous avez ensuite, bien sûr, le traitement de comptabilisation avec deux aspects. L'aspect simulation dans le cadre d'un état d'analyse, donc pour avoir ce fichier Excel. Et la simulation, l'intégration comptable va vous permettre de réaliser les deux cas de figure, c'est-à-dire aussi bien une intégration comptable définitive dans le cadre de la clôture ou une intégration comptable provisoire dans le cadre d'une clôture fictive ou une simulation. Alors, à qui va s'adresser ce type de fonctionnalité? On l'évoque souvent depuis quelques webinaires, ça va forcément dépendre de l'organisation de la structure. Bon, si on devait généraliser, c'est finalement tous les acteurs de la finance qui vont être potentiellement impactés. On va avoir principalement le DAF ou le comptable général, si c'est un comptable unique dans la société, puisque voilà, dans le cadre de la clôture d'exercice, où là, ça va vraiment avoir un impact important sur les comptes annuels. Voilà, on va vraiment plutôt adresser ce profil-là à la réalisation. Dans le cadre de situations intermédiaires, ça peut dépendre effectivement de la granularité des comptables qui sont en place, si jamais vous avez vraiment un service comptabilité dédié, avec potentiellement un comptable fournisseur pour la partie achat, un comptable client pour les ventes. Voilà, on va retrouver après aussi des responsables achats, l'ADV, donc l'administration des ventes. Voilà, là, ça va vraiment dépendre de l'organisation interne et des rôles de chacun sur les travaux comptables pour ce genre d'exercice. Alors les fonctionnalités, donc comme l'a précisé Christian, effectivement, ce sont deux programmes qui existent aujourd'hui et qui sont plutôt anciens dans leur création. Donc on a tout d'abord la génération des régules commerciales qui va permettre d'adresser en fait toutes les opérations de cut-off liées au flux de type achat-vente. Et on a les générations des provisions de stock qui vont permettre là aussi de comptabiliser les stocks, notamment encore une fois au niveau de la clôture, mais potentiellement aussi de constater des dépréciations dans la même fonctionnalité. Donc c'est des choses, alors on va le voir au fur et à mesure de la démonstration, qui ont évolué, donc vraiment par petites touches, version par version. Donc voilà, c'est quelque chose qui continue de vivre et qu'on continue de compléter à l'ensemble des cas de figure qui nous sont remontés ou des situations qui peuvent un petit peu sortir de ce que nous proposons aujourd'hui. Alors, j'ai soumis un formulaire également sur la fonctionnalité de génération des provisions de stock pour savoir si certains d'entre vous l'utilisent. Alors, bien évidemment, vu qu'il y avait déjà quasi une vingtaine de personnes qui n'utilisaient pas les fonctionnalités de cut-off, là, on voit qu'il n'y a que 3 personnes qui ont répondu qui utilisaient la génération des provisions de stock. Donc, éventuellement, si vous avez un retour sur l'utilisation, n'hésitez pas aussi à le mettre au niveau des questions. Ça nous permettra d'un peu voir votre retour par rapport à cette fonctionnalité. Est-ce qu'il y avait un autre, tant que j'y suis, est-ce que tu veux que je pousse un autre sondage ou pas, Benjamin ça Non, peut-être après, ouais. D'accord, très bien. Donc, je te laisse poursuivre. Merci. Voilà, donc on va passer tout de suite à l'aspect démonstration avec ici donc une présentation, comme l'a dit Christian,
sous Divalto One, donc en version fraîchement sortie 10.12. Et donc, on va retrouver les fonctionnalités de cutoff dans le menu de la comptabilité au niveau des traitements périodiques. Et donc, voilà, vous allez ici, effectivement, un sous-menu cutoff qui vous propose les deux programmes existants, donc la génération des régules commerciales, la génération des provisions des stocks. Alors, je vais commencer par la génération des régules commerciales parce que le programme est plus complet. Il va me permettre vraiment d'adresser le périmètre assez large des fonctionnalités qu'on propose. Vous allez voir que la génération de provisions de stock reprend peu ou prou les mêmes éléments avec peut-être effectivement moins de finesse dans le traitement. Alors, si je démarre par la génération des régules commerciales. Donc, c'est un programme qui va vous permettre, à travers certaines règles que vous pouvez paramétrer, d'adresser donc un certain nombre d'éléments en fonction d'une date d'arrêté. Hein, donc ici, vous avez votre date de situation ou de clôture d'exercice. Hein, là, c'est vraiment l'utilisateur qui définit le type d'opération qu'il souhaite réaliser. Évidemment, vous avez l'écriture qui découle de cette date. Vous pouvez avoir, on verra si peut-être on a 2 minutes pour faire un détour sur la partie extourne. On a la possibilité de générer automatiquement les extournes en fonction de la date qui est ici. Alors, tout est paramétré à J+1, c'est les pratiques qui se font d'un point de vue métier. Hein. Est-ce que tu arrives à faire un petit zoom sur ton écran ou augmenter le navigateur? Le 125, je ne sais pas si on va comme ça. Est-ce que c'est mieux juste dans le chat? Pour le coup, pour moi, oui, c'est mieux. Et l'écran du présentateur, non, l'écran il est déjà au maximum. Par contre, vous pouvez basculer en plein écran normalement dans l'application pour le coup. Parce que là, on l'a déjà mis au maximum et puis on a zoomé dessus. Voilà. Bon, en tout cas, ça devrait être un peu plus lisible comme ça. Vas-y, tu peux continuer. Okay. Voilà, donc, comme je disais, vous avez effectivement sur la partie droite les dates à laquelle vous souhaitez réaliser donc, votre arrêté, l'écriture qui va découler et son extourne si vous avez programmé ou paramétré plutôt la génération d'extourne automatique. Vous avez une petite particularité, je ferai une petite parenthèse sur la partie emprunt, puisque comptablement, les intérêts courus non échus ont une méthode de comptabilisation qui est un petit peu particulière. On l'a évoqué notamment lors du dernier webinaire sur le financement, mais j'y reviendrai. Et ensuite, vous avez un ensemble d'éléments ici sur les options d'intégration qui vont vraiment être intéressants parce que c'est ce qui va vraiment vous permettre d'adapter l'opération que vous souhaitez faire en fonction de votre période. Donc, vous avez en premier lieu la génération potentielle de l'exportableur. Alors, on conseille toujours de l'activer parce que c'est ce qui va vous permettre, comme je le disais précédemment, d'avoir un élément détaillé de contrôle en amont, mais aussi lorsque vous allez procéder à la comptabilisation, d'avoir finalement un justificatif détaillé de ce qui a généré les différentes écritures. Vous avez ensuite la partie mise à jour, donc le mode simulation qui vous génère simplement l'export, si vous l'avez bien sûr activé. Et vous avez ensuite la mise à jour réelle, qui est vraiment la comptabilisation des différents traitements de règles que vous avez sélectionnés ci-dessous. Je reviendrai aux règles dans quelques secondes. Et pour finir, dernière option sur la partie intégration, vous avez la possibilité de définir si vous êtes dans le cadre d'une situation provisoire ou définitive. Donc, si vous êtes dans une situation provisoire, on va le voir dans les paramètres, vous aurez la possibilité de faire une intégration sur des écritures de type extra-comptable, de sorte à ce qu'elles ne viennent pas finalement imputer votre comptabilité réelle, si j'ose dire, notamment en fin d'exercice. Et bien sûr, vous avez la situation définitive qui, elle, par contre, va produire donc une comptabilisation sur des écritures comptables, donc des journaux comptables, de sorte à ce que là, elle puisse impacter finalement votre comptabilité. Alors, un point important, c'est qu'il est fortement conseillé, c'est peut-être même rendu obligatoire, de réserver le dossier commerce et logistique, tout simplement pour avoir un état à instant T qui ne bouge pas. Vous imaginez bien que si vous êtes en train d'intégrer un ensemble d'éléments qui sont précalculés par rapport à ce que vous avez côté achat ou côté vente, et qu'en même temps, vous avez des personnes qui saisissent
potentiellement sur la période, si vous ne l'avez pas bloqué, vous allez pouvoir potentiellement avoir des choses qui vont évoluer en fonction du moment où vous avez fait l'intégration et la personne qui a saisi en même temps. Dernier élément, la suppression des écritures de révision. J'y reviendrai après parce qu'on va faire justement un cas de figure de suppression des écritures de révision qui va vous permettre de supprimer en un seul traitement l'ensemble des écritures produites plutôt que d'aller les supprimer manuellement une par une. Voilà, donc ça c'est pour, j'ai envie de dire, le contexte de la génération de ces régularisations achat-vente. Vous avez donc en dessous un ensemble de règles. Alors ça, c'est des règles qui sont prédéterminées dans ce qu'on appelle la visibilité, hein, c'est-à-dire la base qu'on propose à nos partenaires, avec un ensemble de paramètres qui vont vous permettre vraiment d'adapter les différentes règles de manière plus ou moins fine. Alors, on va regarder très rapidement comment ça se paramètre. Donc, si je vais dans Fichier, ici, tablier aux écritures, j'ai donc les règles de génération des régules commerciales. Donc, on va retrouver ici les différentes règles qui existent, les différents cas de figure. Donc, vous avez les grands domaines, les FNP, les FAE, la partie avoir, bien sûr, les CCA, les PCA aussi. Voilà. L'idée, ce n'est pas forcément de les tracer une par une, c'est d'avoir l'idée globale. Donc, vous avez dans ces différents paramètres la méthode de comptabilisation. Et là, on peut aller de manière plus ou moins fine, c'est-à-dire que en fonction des comptes que vous allez mouvementer, vous pouvez définir un compte générique, c'est-à-dire un compte fixe qui va être mouvementé sur toutes les écritures qui vont être pris en compte dans le cadre de la règle sur laquelle on se trouve. Et vous avez aussi la possibilité, donc vous voyez, c'est un choix possible ici, de récupérer le compte de la pièce, par exemple. Donc là, dans le cadre d'un avoir à établir, effectivement, on va rechercher le compte hors taxe de la pièce, mais on va forcer effectivement des comptes comptables sur la partie TVA et sur la partie tiers, puisque voilà, ça, c'est des règles métiers qui s'adaptent sur ce type de cas de figure. Autre élément, vous pouvez également cumuler. Alors, c'est surtout quelque chose qui va être intéressant généralement sur la partie compte de tiers. Alors, on va le voir, j'ai prévu effectivement des cas de figure où on va concrètement voir ce que ça produit. Mais l'idée, c'est que si vous n'êtes pas en mode cumul comme ici, vous allez avoir autant d'écritures que de pièces qui sont concernées par votre règle. Donc, si vous avez par exemple 10 avoirs qui entrent dans le champ d'application de votre cut-off à la date d'arrêté, vous allez avoir 10 écritures avec à chaque fois 418, le 4458 et le compte hors taxe de la pièce concernée. Si en revanche, vous mettez en place une règle de cumul, vous allez avoir une écriture avec donc une première ligne qui est le 418 pour l'ensemble des pièces qui vont être concernées par cette règle d'avoir à établir en l'occurrence. Et vous allez avoir ensuite, si vous ne cochez pas donc cumul pour les autres, les différents comptes de TVA et différents comptes de taxes qui, eux, vont être détaillés par pièce. Voilà, donc ça, c'est vraiment après le schéma comptable interne qui va vous permettre de faire ce choix-là. Et pour finir, vous avez également, donc là aussi pour la partie compte de tiers, la possibilité de déterminer si votre compte générique est de type collectif, de sorte à avoir finalement un mouvement qui va se faire sur les comptes auxiliaires liés aux différentes pièces. Et donc, à ce moment-là, avoir le compte collectif qui va être mouvementé par rapport à ces différents auxiliaires. Côté journaux, donc je l'ai évoqué il y a quelques minutes, on va pouvoir paramétrer, donc comme je vous disais, le cas de la situation provisoire, donc la clôture fictive, et le cas de la situation définitive, la clôture réelle, si je veux dire. Donc dans le cas d'une situation provisoire, on va pouvoir enseigner le journal qui va être mouvementé pour ces différentes écritures, qui sera un journal de type extra-comptable. C'est la seule contrainte, entre guillemets, qu'il y a dans ce paramètre. Et vous avez, donc, pour le cas de la situation définitive, un journal qui, lui, doit simplement être de type comptable. Donc, ça peut être, en l'occurrence, un journal d'OD. Voilà. Dernier élément sur la partie comptabilisation. Donc, comme je vous disais, la possibilité de générer automatiquement l'extourne. Alors, en fonction de la date que vous avez indiquée dans le programme,
Je précise que cette date est initialisée automatiquement à J+1 de la date d'écriture d'arrêté. Hein. Voilà. Pour généralement gagner du temps sur les pratiques qui sont les plus courantes. On arrive ensuite sur différents éléments d'affinage, donc qui vont être optionnels, si j'ose dire. Tout d'abord sur la partie code opération. Alors le code opération, pour celles et ceux qui sont vraiment utilisateurs des fonctionnalités finance du produit, et peut-être pas forcément des fonctionnalités de commerce et logistique, on va dire que c'est grossièrement un type de flux. En l'occurrence, ici, la partie, le code opération D, c'est effectivement un flux de type avoir sur les traitements clients qu'on peut avoir en commerce et logistique. Voilà, donc ça, c'est des choses que vous allez pouvoir affiner. Donc, vous pouvez mettre vraiment des règles très particulières en fonction de différents flux. Si vous avez, je dis n'importe quoi, des ventes classiques, des ventes services web et des ventes internes, vous pourriez créer autant de règles avec des codes OP distincts qui vont vous permettre d'adapter une comptabilisation du cut-off qui va vraiment être spécifique à chacun de ces types de flux, en fait. Hein. Voilà, vous pouvez même faire, si éventuellement vous avez effectivement un suivi, et bien finalement une tranche, si j'ose dire, de code OP, pour avoir finalement un regroupement qui peut se faire sur un traitement de comptabilisation. Et bien sûr, vous avez la partie analytique qui vous permet, alors un petit peu comme la partie compte, hein, soit de récupérer les ventilations de la pièce, donc il va vraiment reprendre, bien sûr au prorata, on va en venir dans quelques minutes, de l'écriture qui sera générée, les mouvements analytiques qui ont été constatés sur les différentes pièces, ou alors, si vous le souhaitez, avoir finalement une ventilation générique, et là c'est vous qui forcez la valeur d'imputation que vous souhaitez affecter à l'ensemble des pièces. Hein. Si vous êtes sur un cas de ventilation générique, il faut bien comprendre que ça s'adapte à l'ensemble des pièces qui vont être prises en compte, contrairement à la ventilation des pièces qui, elle, va vraiment être distincte de chaque pièce concernée. Benjamin, avant que tu ailles plus loin, donc il y a eu plusieurs questions, je ne sais pas si tu peux regarder là ce que je te présente. Alors celle-ci, on a perdu un petit peu le contexte, c'était un peu au début là, de Béatrice qui demandait lorsqu'il n'y a pas de règles de gestion qui s'affichent. Alors je ne sais plus le contexte de cette question-là. Je pense que c'est-à-dire que quand on lance le programme, si j'y reviens, il n'y a rien de prévu. C'est ce que je comprends. Je n'enregistre pas les modifications. En l'occurrence, donc ici, j'imagine que tout est vide. Donc, s'il n'y a pas de règles prévues, vous avez possibilité du coup de les créer et de les rajouter. Faudrait que je vérifie si on peut éventuellement faire un export et les importer. J'ai un doute. Il faudrait que je m'en assure. Mais ça reste ouvert à la création et à paramétrage si vous souhaitez effectivement les créer nativement, si j'ose dire, à votre niveau. D'accord. Puisque Béatrice l'a précisé, effectivement, je ne peux pas paramétrer le code journal pour les situations provisoires. Alors, le premier élément qui me vient en tête, c'est est-ce que c'est bien un code journal de type extra-comptable? Parce que c'est effectivement la seule contrainte qu'on a pour effectivement les journaux, pour les situations provisoires. Ils n'acceptent que ce type de journal. Voilà. Donc, hormis ce cas-là, je ne verrai pas très bien pourquoi il y aurait blocage. Voilà. Et l'autre question, à partir de quelle version de Divalto cette présentation s'applique? Alors Hugo, si la question c'est graphiquement cette ergonomie, là on parle de Divalto One, donc ça c'est l'offre qui est sortie l'année dernière avec la nouvelle ergonomie. Alors le fonctionnel qui est derrière, qui est présenté ici par Benjamin, est exactement le même hein, quand vous êtes encore sous l'ancienne application qui s'exécute avec une application Windows qu'on appelle le client léger, mais qui a une ergonomie un petit peu différente. Et puis, il y avait encore une question où là, il y avait deux précisions. Donc, le code OP est obligatoire pour l'interrogation, Mathieu. Alors non, si le code OP n'est pas renseigné, il va prendre l'ensemble des codes OP de la base. Donc, ce n'est pas un élément techniquement obligatoire, mais si on veut que la règle soit cohérente, il faut quand même les renseigner. Parce que forcément, je dis facture à établir, avoir à établir, ce sont deux règles différentes. Donc, si on prend les deux, voilà, il va faire une comptabilisation qui va être unique dans les différents cas de figure, qui ne va pas forcément adapter d'un point de vue comptable. D'accord. Et si tu rezoomes dans l'écran dans lequel tu étais tout à l'heure, Catherine qui m'a demandé de repréciser la partie Xtourne, tu sais, là où tu avais la liste. Hop, j'y retourne. Donc, fichier, j'aurais pu mettre effectivement. Hop.
En raccourci. Après, ces présentations n'ont pas pour but non plus de vous former quelque part aux fonctionnalités, c'est vraiment de vous informer à ce qui existe, et notamment si vous êtes dans une ancienne version, éventuellement des évolutions qui auraient pu avoir entre-temps et qui pourraient répondre peut-être à des besoins chez vous. L'idéal, c'est quand même de faire un échange avec votre partenaire intégrateur Dibalto qui vous suit, qui pourra vous expliquer, puis également qui pourra vous indiquer si l'outil est utilisable dans votre contexte, hein, puisque j'ai vu une question un peu plus loin qui est est-ce qu'on peut utiliser ce module sans données dans commerce et logistique et quand vous utilisez que la compta, oui, alors vous aurez par contre effectivement que les règles de type charge constatée d'avance, produit constaté d'avance qui vont être actifs pour ces cas de figure. Par contre, tout ce qui sera facture à établir, facture non parvenue, voilà, du fait que vous n'aurez pas les BL qui sont actifs sans facture au moment de la date d'arrêté, voilà, vous n'avez pas on n'a pas la granularité et l'historique du flux dans le produit. On ne peut pas effectivement identifier ça. Mais sur la partie, voilà. Donc effectivement, vous confirmez, hein, c'est uniquement sur les opérations comptables que vous allez pouvoir utiliser ce module. Et effectivement, Béatrice qui répond qu'il n'y a pas de code journal extra comptable, que tout est écrit. Voilà. Alors, donc là, on commence à utiliser Livestorm, donc je me suis permis d'activer le chat par rapport à la dernière fois, mais c'est vrai que normalement, on utilise l'outil questions, ce qui permet quelque part, moi, de les modérer un petit peu dans le sens où je traite dans l'ordre qui va bien et puis après, on a un fil de discussion. C'est vrai que pour les personnes qui découvrent la fonctionnalité, ça peut hacher un peu la présentation. Moi, ce que je vous propose, c'est de continuer quelque part cette présentation. Je vais vous mettre mon adresse email dans le chat, comme ça, si vous avez vraiment une question un peu spécifique, je pourrais regarder si nous, on peut y répondre. Mais vraiment, moi, ma réponse principale, c'est de voir avec votre partenaire intégrateur et quelque part de discuter avec lui de ces questions que vous pouvez avoir ou des difficultés que vous pouvez rencontrer qui peuvent être juste des méconnaissances sur la configuration ou une configuration qui n'est pas complètement finalisée du programme. Là, je traite juste le dernier et l'Extourne. Donc là, maintenant, on revient à cette question-là, Benjamin. J'y viens effectivement. Donc l'Extourne, alors comme je le disais, vous avez effectivement ce paramètre qui est disponible dans les différentes règles, qui vous permet simplement de dire si vous voulez générer l'Extourne automatiquement ou pas. Donc, si vous avez activé ici le bouton Extourne, lorsque vous allez lancer le traitement de comptabilisation, il va vous faire l'écriture, donc soit provisoire, soit définitive, à la date d'arrêté. Alors, je vais prendre le cas classique de la clôture, hein, donc au 31/12, si vous êtes sur un exercice civil. Et il vous proposera à J+1. Alors, J+1, c'est initialisé. Voilà, c'est quelque chose qu'on a mis dans le programme comme date par défaut. Vous pouvez le forcer si vous voulez le mettre plus loin. Bon, dans la pratique, normalement, ça devrait être effectivement plutôt à J+1. Mais en l'occurrence, si vous avez activé ici le traitement de l'Extourne dans votre paramètre de comptabilisation, alors il va vous générer l'écriture d'Extourne par rapport à ce qu'il aura produit au 31/12. Donc, au 1er janvier, vous allez avoir en fait la contrepassation, si j'ose dire, des écritures qui ont été réalisées au 31/12. Par contre, si ça ne vous intéresse pas, si pour une raison X ou Y, vous souhaitez gérer manuellement l'Extourne, voilà, vous pouvez simplement ici sélectionner aucune Extourne. Et là, le programme, il vous fait simplement, si j'ose dire, l'écriture d'arrêté, donc soit à situation, soit à date de clôture. Du coup, question complémentaire, sur quelle base le module va choisir les écritures à extourner? Alors en fait, c'est quand on lance le traitement des écritures liées à la date d'arrêté, effectivement, il enregistre les différentes écritures qu'il a produites et automatiquement, sur les différentes règles, il va appliquer l'Extourne automatiquement derrière. Voilà, c'est vraiment un traitement qui est unique. C'est-à-dire que quand c'est pas je lance la comptabilisation de l'arrêté puis je lance l'Extourne, c'est je lance la comptabilisation et dans ce même traitement, il va à ce moment-là produire l'écriture d'arrêté et produire la date d'Extourne. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui s'enchaîne et lui, il garde en mémoire les écritures de situation qu'il aura produites pour générer les Extournes en conséquence. Ok, donc je pense que tu peux poursuivre. Enfin. Ok, alors je vais revenir donc au programme, génération des régules, hop. Voilà, donc là, bon, c'était effectivement une présentation sur les possibilités fonctionnelles.
les possibilités de paramétrage aussi. Maintenant, on va rentrer dans le dur avec une simulation que j'aimerais donc vous proposer. En l'occurrence, on va prendre quelque chose sur une situation provisoire pour commencer. On fera évidemment un cas de figure sur du définitif dans un second temps. Donc, vous avez vu que quand j'ai mis la date d'arrêté, automatiquement, il m'a appliqué la même date d'écriture. Et comme je vous disais, la date d'extourne est initialisée par défaut à J+1, mais vous pouvez la modifier si nécessaire. Voilà, donc vous renseignez dans ce programme finalement uniquement la date à laquelle vous souhaitez faire votre cutoff, que ce soit un définitif ou un fictif, si j'ose dire, et vous allez pouvoir donc envoyer. Là, je suis en export simulation, donc je ne traite rien dans la compta. Hein, on est bien d'accord. Donc je valide. Et là, en fait, il va me produire mon fameux fichier Excel qui va faire office, comme je le disais en introduction, finalement d'éléments de contrôle pour pouvoir visualiser tout ce qui a été pris en compte dans le traitement. Hop, voilà, donc là, il me l'a téléchargé. Je vais l'ouvrir. Je vais vous présenter un petit peu la démarche de ce fichier sur tout ce qu'il a trouvé et donc aussi les simulations d'écriture. Hein, c'est l'intérêt de la chose également. Alors là, j'ai pris l'ensemble des règles. Bon, il y a peut-être un petit peu de volume. Le temps que ça s'ouvre, là, j'ai une petite question. Oui. Si le BEL n'est pas chiffré, apparaît-il dans le cutoff? C'est une bonne question. Alors, je pense qu'il apparaîtra dans le détail des opérations qu'il a trouvées, mais par contre, il ne générera aucune écriture. Voilà, d'un point de vue technique, normalement, c'est ce qu'il devrait réaliser. Alors, je vais juste masquer ça parce que j'ai besoin, voilà, de vous montrer un petit peu tout ce que ce fichier vous propose. Alors, vous voyez, il y a plusieurs onglets qui sont générés. On va voir brièvement ensemble comment ça se constitue. Vous avez un premier onglet qui est le traitement. Donc, il vous rappelle en fait les éléments que vous venez de lancer. C'est-à-dire voilà, les dates que vous avez transmises, si vous êtes en mode simulation ou en intégration, si vous êtes en provisoire ou définitif, et ainsi de suite. Vous avez ensuite, et ça me paraît vraiment assez intéressant, l'ensemble des règles qui ont été prises en compte, parce que vous avez vu, on peut cocher ou décocher certaines règles, hein, c'est en fonction de l'arrêté que vous voulez faire. Vous pouvez aussi saucissonner, si j'ose dire, pour commencer avec la partie purement gestion commerciale et peut-être ensuite la partie comptable. Ça, c'est au choix. Mais vous pouvez sélectionner les règles que vous voulez réaliser. Donc, il va vous rappeler les règles qui ont été prises en compte dans le cadre du lancement que vous venez de faire. Et pour chacune de ces règles, vous allez retrouver les différents paramètres. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça vous évite, si jamais vous avez un doute, d'aller retourner dans la table sur laquelle j'étais avant. Vous voyez qu'en fonction des différents comptes, on vous dit si c'est un compte générique, si c'est un compte fixe, oui ou pas. Pareil sur les comptes TVA, compte hors taxe, vous retrouvez les journaux qui ont été paramétrés, si vous gérez l'extourne ou pas, et pareil, les différents axes, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment un récap des paramètres qui sont actifs au moment du lancement pour pouvoir derrière vérifier si tout est OK et cohérent par rapport à ce que vous attendez. Voilà, donc petit onglet d'introduction, si j'ose dire. Et ensuite, on va avoir pour chaque règle, donc chacun des cas de figure que vous avez là, deux onglets. Un premier onglet trace, qui en fait va vous détailler l'ensemble des opérations que le produit a trouvées qui entrent dans le champ d'application de la règle. Et l'onglet CCFM, qui est la simulation de l'écriture comptable qu'il va produire si jamais vous lancez la comptabilisation. Donc, si je commence par les AAE, alors on voit ici qu'on a une seule pièce qui entrerait dans le champ d'application. Je peux zoomer. Effectivement, je n'avais pas fait attention sur le rendu. Ça ne fait pas grand-chose. Voilà. Donc, vous avez ici, donc, comme je disais, une opération qui entre dans le champ d'application de l'avoir à établir. Donc, ça doit être, voilà, on voit, hein, c'est un BL client. On a ici le numéro qui est disponible. Il vous donne derrière l'ensemble des éléments de valeur, donc les montants, hein, les comptes qui sont affectés à la pièce d'origine. Et derrière, voilà, donc les différents montants, taxes, TVA, et ainsi de suite. Si jamais, alors je reviendrai peut-être un peu plus loin, notamment sur la FNP, vous gérez des opérations périodiques de type abonnement ou des contrats périodiques, vous avez la possibilité de renseigner des dates sur vos pièces, donc date de début, date de fin, hein, on le voit ici. Et en fonction de ces dates,
si l'arrêté, qu'il soit provisoire ou définitif, se trouve au milieu, il va produire un calcul de prorata. Donc là, il va vous indiquer ici la durée de l'opération. Donc l'ensemble, si vous êtes au trimestre, il vous donnera effectivement le trimestre. Par contre, il va s'adapter à un paramètre qui se trouve dans le dossier, à savoir si vous voulez un prorata à 360 jours, donc 30 jours linéaires, ou 365 jours, c'est-à-dire au mois civil. Donc en fonction de votre paramétrage, là, il va calculer la date d'opération de l'ensemble de la période, et ici, la date de révision, donc en fonction de la date d'arrêté. Et c'est ces deux éléments-là qui vont permettre d'appliquer un prorata sur les écritures qui vont être produites. Donc là, on n'a pas de date de début, date de fin. On est sur une opération, j'ai envie de dire, ponctuelle. Il prend la totalité de la pièce pour la comptabilisation de l'écriture d'avoir à établir. Juste une petite question, passage, là, tu as le BL, mais tu as… Ah oui, tu n'as que le code tiers, je le vois. Il y a une question qui demande, est-ce qu'on peut intégrer le nom du tiers, pour le coup? C'est un paramètre ou est-ce que ça je ne pense pas que ce soit paramétrable. Ça, c'est, à mon sens, c'est en dur aujourd'hui. D'accord. C'est intéressant, c'est quelque chose qu'on on peut le noter, nous, dans notre liste d'évolution, pour le coup. Merci, Claire, pour la question. Effectivement. Voilà, donc comme je vous disais, pour chacune des règles, vous allez avoir deux onglets. Donc ce premier onglet trace, donc c'est la liste des opérations qui ont été trouvées, qui rentrent dans le champ d'application. Et vous avez l'onglet CCFM qui vous donne une simulation des écritures qui peuvent être produites. Je rappelle, ici, je suis en mode simulation. Donc, on a ici 6 lignes avec des dates d'écriture différentes. La date au 30 juin, qui est donc l'écriture d'arrêté, et on retrouve les montants avec les comptes comptables que j'ai paramétrés ou qui sont récupérés de la pièce. Donc là, ça va vraiment dépendre du traitement de mon paramétrage en amont. Et vous avez, au 1er juillet 2024, donc le AJ+1, l'extourne qui est réalisé. Donc on voit qu'on reprend exactement les mêmes montants, c'est juste les sens qui sont basculés. Et vous allez avoir également ici la confirmation du journal. Donc c'est un journal XX qu'on a paramétré sur notre jeu de démonstration. Donc journal extra comptable qui vient finalement confirmer que j'ai bien lancé une simulation de clôture provisoire. Voilà, et donc pour chacune de ces règles, vous allez à chaque fois retrouver ces deux onglets. Donc là, par exemple, pour les avoirs à recevoir, donc là on est côté fournisseur, on retrouve la même logique. Donc un onglet trace avec ici une opération qui serait en attente de réception d'un avoir. Vous retrouvez l'onglet CCFM avec donc là également les deux écritures. Première écriture, donc écriture d'arrêté. Deuxième écriture, écriture d'exto. Vous voyez, c'est un même traitement. C'est pour ça que je disais, lui-même, quand il lance vraiment la machine, il enregistre les écritures d'arrêté en mémoire. Et au moment où il lance l'extourne, il va aller les récupérer pour simplement les extourner à J+1, ou tout du moins à la date d'extourne qui a été renseignée. On va poursuivre sur les cas suivants, parce que là, vous voyez qu'il y a d'autres choses qui sont possibles, et je vais développer au fur et à mesure. On a, en l'occurrence, ici, une règle sur les charges constatées d'avance. Donc les charges constatées d'avance, je l'ai un peu évoqué, là, on va aller regarder ce qui est en compta, et ce qui potentiellement va concerner une période ou un élément qui, selon la date d'arrêté, va devoir faire l'objet d'une régularisation comptable. Donc, au niveau des CCA, là, vous avez non pas des numéros de pièces, mais des numéros d'écriture. Donc, ça vous donne les écritures, j'ai envie de dire, d'origine qui vont être concernées par l'éventuelle comptabilisation de ces régules. Vous avez la même mécanique, à chaque fois, l'ensemble des détails qui sont repris, les éléments de comptabilisation, les éléments de valorisation des différents montants. Et ici, c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet à ce moment-là, vous voyez que donc on est sur une opération au niveau des écritures comptables. Vous avez aussi cette possibilité-là de renseigner des dates de début et des dates de fin. Et donc, si le cas échéant, ces informations sont renseignées, eh bien le système il propose effectivement d'activer un calcul de prorata. Donc moi, j'ai mis effectivement un arrêté au 30 juin. J'ai une durée d'opération à 30 jours qui correspond à l'ensemble de la période définie entre la date de début et la date de fin. Je précise que je suis sur un paramétrage à 360 jours au niveau du calcul du prorata. Et là, il vient calculer donc, les éléments d'affectation par rapport à ma date d'arrêté.
Donc, en fonction de la période qui va être imputée à mon exercice ou à ma situation et à l'ensemble de la période concernée par l'écriture, il va, à ce moment-là, vous proposer le calcul du prorata qui va découler tout simplement. Donc 4 trentièmes pour cette partie-là, 11 trentièmes pour le reste. Et donc, ce qui vous donne effectivement des montants proratisés par rapport à ce que vous aviez au niveau des pièces. Des écritures d'origine, pardon. Voilà, donc ça, c'est les traces, encore une fois, qui vient vous donner les pièces qui ont été trouvées ainsi que les calculs estimés. Et vous avez dans l'onglet CCFM, alors là, on voit beaucoup plus de choses. Forcément, il y avait plus de pièces. On voit la même mécanique, si j'ose dire, à savoir donc 2 écritures, une au 30 juin, donc l'écriture d'arrêté avec le compte 486, on était dans une règle de cumul, et ici on récupère l'ensemble des comptes de charges qui correspondaient à celles des écritures d'origine. Voilà, vous retrouvez les différents mouvements qui ont été précalculés, comme je disais précédemment, sur les différents prorata. Et bien sûr, à J+1, 1er juillet, il vous propose l'extourne de manière automatique, à chaque fois en reprenant les éléments. Alors, une précision que je viens de voir, que j'ai oublié d'apporter précédemment, dans le libellé des écritures, il vous donne à chaque fois, sur l'écriture d'arrêté et sur l'écriture d'extourne, l'élément d'origine. Donc, ça vous permet de remonter finalement, si vous faites des recherches, à ce qui a produit cette écriture de cut-off. Donc là, on est sur du CCA, donc effectivement, c'est le numéro d'écriture. Si je reviens à précédemment les avoirs à recevoir, au niveau des libellés, on retrouve le numéro de la pièce et le numéro du tiers. Donc pour toutes les règles qui sont liées à des opérations de type gestion commerciale, il vous mettra dans le libellé le numéro de la pièce concernée et le numéro du tiers. Si vous êtes sur des règles qui concernent la comptabilité, il vous donnera le numéro de l'écriture. Voilà. Alors j'ai eu plein de questions, Benjamin. Je ne sais pas si je peux t'arrêter là ou pas. Ouais. Ouais. À moins que tu veuilles continuer le fichier et puis je reviens sur les questions. Je réfléchis juste à qu'est-ce que j'ai besoin de montrer sur les règles de fichier. Alors j'ai dit le principal. Je vais peut-être juste finir avec les axes, à la limite l'analytique. Voilà, ici, donc, on a vu précédemment qu'on avait des éléments qui étaient juste renseignés sur la partie haute de l'onglet CCFM. Bon, c'est ce qu'on appelle le C8. Alors ça, c'est un nom technique, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais grosso modo, c'est les écritures comptables. En dessous, vous avez des tables, on va dire, secondaires. En l'occurrence, ici, c'est la table CX, c'est ce qu'on appelle les imputations analytiques. Et dans les imputations analytiques, on l'a vu dans les règles de paramétrage, qu'on peut aller rechercher les imputations analytiques d'origine, voire même prendre des imputations analytiques génériques. Donc, on va forcer. Et là, ici, on a pris en compte donc, des imputations analytiques d'origine et il vient tout simplement, donc, pour chaque élément, récupérer par rapport à la pièce, donc si on va effectivement sur la pièce 6652 et la pièce 6653, il allait rechercher les imputations analytiques qui étaient présentes sur ces différentes pièces et ensuite, il a repris les imputations, bien sûr qu'il a proratisé en fonction de l'écriture, pour pouvoir retrouver la même imputation que la pièce d'origine. Voilà, donc là aussi, ça va dépendre du paramètre. Donc, si vous avez des clés de répartition, par exemple, là, vous pouvez avoir effectivement des imputations analytiques qui vont être un petit peu conséquentes, puisque voilà, la clé de répartition peut prévoir quand même une variété d'imputations analytiques sur une même pièce ou une même écriture. Voilà, donc ça, c'est la partie analytique. Je regarde si je n'ai pas oublié quelque chose. La partie syntaxe, donc là, ça c'est c'est un cas de figure un peu particulier que je vais voir peut-être un peu plus loin. Là, je n'ai pas prévu de règle parce que j'ai prévu un autre cas de figure sur une clôture définitive. Je vais peut-être juste poursuivre avec les FAE, parce que là, on a un peu plus de les factures à établir. On a vu la partie avoir, ça reprend la même logique. Donc, un onglet trace avec l'ensemble des opérations qui sont trouvées, qui rentrent dans la règle de base des FAE. Et ensuite, la constitution ou la simulation, dans le cas présent, de l'écriture concernée. Donc là, il vous trouve les factures à établir. Donc, c'est principalement des BL, donc des bons de livraison qui n'ont pas encore été facturés ou qui ont été facturés a posteriori de la date d'arrêté. Évidemment, ça prend aussi cet élément en compte. Vous retrouvez la même structure de fichier, l'ensemble des détails liés à la pièce,
avec du coup potentiellement là aussi le calcul des prorata. Et donc dans le CCFM, là vous avez forcément quelque chose de plus conséquent. Vous voyez donc au niveau du libellé, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous parce qu'en termes de recherche, c'est quand même beaucoup plus simple quand vous êtes dans vos écritures comptables. Vous avez à chaque fois donc la pièce d'origine qui a encore une fois justifié, si j'ose dire, ces écritures. Alors, c'est le dernier élément, en tout cas, qui se distingue de tout ce qu'on a vu précédemment. C'est pour ça que je voulais faire un focus là-dessus. C'est que vous voyez ici, on n'est pas dans une règle où j'ai activé le cumul. Et en l'occurrence, donc j'ai mon 418.1 qui est mouvementé, mais je vais avoir du coup autant d'écritures que j'ai de pièces. Donc, vous voyez, là, j'ai une première écriture qui se mouvemente par donc cette pièce 418.1, compte de produit et compte donc de TVA. Et je vais retrouver donc une seconde écriture qui, elle, va reprendre le 418.1 et ainsi de suite. Donc, il va vraiment, j'ai envie de dire, saucissonner les écritures par pièce qu'il a trouvées, plutôt que ce qu'on a vu précédemment, où il a fait une écriture avec donc un 418 ou un 408 selon le cas de figure unique, et ensuite, il va venir détailler pour chaque pièce la partie hors taxe et potentiellement la partie TVA si vous le paramétrez de la sorte. Voilà, c'était le dernier élément moi, que je voulais absolument montrer. Après, on retrouve la même logique sur les différentes règles, à chaque fois, donc les deux onglets et les différents moyens de calcul. Voilà. Alors, pour les questions, je vais remonter à l'envers. Donc, la toute dernière, là, c'est on prend en compte la date du BL pour la comptabilisation. Là, c'est ce que tu as sur ta période. Hein, on récupère absolument. La date du BL. Il regarde la date du BL, il regarde la date éventuellement de la facture s'il en existe une. Et il regarde aussi la date de la période éventuellement qui est indiquée dans le BL pour faire le prorata. Mais la date du BL, effectivement, est prise en compte pour s'assurer qu'elle est antérieure à l'arrêté et que potentiellement, il y a une facture qui est ultérieure et qu'on se trouve bien au milieu. Donc, du coup, j'ai l'impression que sur les prises en compte partielles, là, sur des dates, tu as montré quelque chose qui n'était pas forcément connu. Donc, du coup, il y a eu plusieurs questions par rapport à ça. Il y avait une question, c'est où on peut renseigner les dates de début et de fin dans les écritures comptables. Et il y avait une autre question sur les pièces. D'accord. La même. Alors, les dates de début, dates de fin sur les écritures comptables, elles sont disponibles dans le masque écran classique. Alors, elles sont peut-être disponibles que sur les types achat-vente. J'ai un doute sur les OD. Il faudra que je vérifie. Mais sur les factures, enfin sur les écritures de type achat-vente, vous avez des colonnes date de début, date fin, ou peut-être fin début, contrat, ou bon, on va voir ça, on va regarder ça tout de suite rapidement. Hop, toutes les activités, compta. Est-ce que c'est possible que ça n'existait pas dans une version? Ah oui, oui. Ça, pour moi, la partie date début, date de fin, avec le calcul du prorata, je crois que ça a été mis en place en 10.5. Ah, voilà. C'est peut-être aussi la réponse à la question que vous posez pour certains. Si vous êtes dans des versions 7 ou en dessous de la 10.5, il est possible que cette partie-là avec les dates ne soit pas disponible dans votre version. D'ailleurs, c'est pour ça que peut-être réagit aussi Béatrice, si vous me pose la question. Si tu peux montrer à quel endroit. C'est début période, fin de période. Ça vous permet de tout de suite contrôler si vous avez la fonctionnalité ou pas. En ED, on peut renseigner date, période. Merci, j'avais un doute, mais effectivement, il me semblait qu'on l'avait aussi prévu pour les autres. Et du coup, il y avait, en termes de paramétrage, tu as parlé de cette différence entre le 360 et 365, c'est au niveau de la fiche du dossier. Donc là, c'est ça. Donc, si tu peux l'ouvrir, je crois que toi, tu peux utiliser recherche et mettre dossier. Je pense que tu dois tomber dessus ou alors dans le menu. Ah ouais, c'est vrai que par réflexe, je passe. C'est là où on indique aussi les périodes et tout ça. Voilà, c'est-à-dire que du coup, ici, 998. Alors, par contre, il faut que je le retrouve dans quel. Je ne sais plus si c'est dans généralité ou paramètres. Hop. Si on a 300. Là, voilà. Donc, prorata temporis cutoff. Donc, c'est dans l'onglet généralité. Vous avez un pavé, donc prorata temporis cutoff. Et là, vous désignez si vous voulez être en mode 365 ou 360. Encore une fois, là, on est dans l'ergonomie de la plateforme Divalto One, hein, donc celle qui est toute récente, donc qui n'existe que depuis la 10.11 d'ailleurs. Dans la partie ERP que vous avez l'habitude de voir aussi Divalto Infinity avec le client Windows qu'on ouvre, là, le client classique ou en mode web, ça a une autre mise en forme, mais normalement, vous devez retrouver dans l'entrée dossier l'information. Si vous ne l'avez pas là, c'est que vous êtes dans une version qui ne le prend pas en compte.
Donc, vous pouvez retrouver d'ailleurs tout ça dans notre documentation qui est doc.dibalto.com, hein, et normalement, c'est aussi indiqué à partir de quelle version on retrouve ça. Il y avait aussi la question sur la facture, mais les dates périodiques sur la facture. Ouais. Je ne sais pas si c'était la réponse. Et comment sont gérées les opérations en devise. Donc ça, c'est encore autre chose. Alors, sur les dates au niveau des factures, je crois que c'est au niveau des lignes de la facture. Donc, dans chaque ligne, vous pouvez indiquer effectivement vos dates début, date de fin. Si vous passez par le module contrat et abonnement, il vous les mouvemente automatiquement. Voilà, normalement, c'est vraiment vous rentrez dans la ligne et là, vous allez… Alors, je ne suis pas un expert de la partie commercialistique et des factures. On a un autre PM qui est sur la partie voilà, commerce. Mais normalement, c'est quand vous rentrez dans la ligne, je ne sais plus quel onglet vous permet de renseigner ces dates début, date de fin. Et si vous êtes, comme je disais, contrat abonnement, il vous les mouvemente automatiquement. Comment sont gérées les opérations en devise? Alors, les opérations en devise sont gérées… alors, effectivement, c'est une précision que j'ai oubliée au niveau de la comptabilisation. Donc, il vous fait autant d'écriture que vous allez avoir potentiellement de pièces si vous n'êtes pas dans une règle de cumul, mais il va quand même faire un éclatement par devise, puisqu'on ne peut avoir qu'une seule devise par écriture, et potentiellement par établissement si vous gérez les établissements. Donc, pour en revenir à la partie devise plus précisément, si vous avez effectivement des opérations en devise qui sont dans le cadre de votre cut-off, il va vous les prendre en compte, il va vous générer l'écriture avec la devise, bien sûr, d'origine, évaluée après la devise du dossier comptable, hein, forcément. Mais par contre, il va vous appliquer le taux de la pièce d'origine. Voilà, donc il vous reprend le taux de la pièce d'origine, la devise d'origine, et ensuite, effectivement, il vous fait l'estimation par rapport à votre devise comptable. On va partir du principe qu'on est en euros, et donc il vous fait le calcul et l'estimation en euros. Autre question, comment Dibalto détermine que tel BL nécessite un AE ou une CA? Alors, là, vous avez je vous renvoie un petit peu vers la documentation, parce qu'on a un tableau qui regroupe tout ça, qui est vraiment très bien fait. Mais ce qui est important, surtout, c'est les codes opérations. Parce que les codes opérations vous permettent de dire si vous allez rechercher un élément de type avoir, si vous allez rechercher un élément de type facture, et aussi si vous êtes sur une base commerciale ou une base comptable. Je vais juste revenir parce que je vois que l'onglet en plus est encore ouvert. Donc en l'occurrence ici, je suis donc AE, AR, avoir à établir, avoir à recevoir. On donne l'application source sur laquelle le système doit aller faire sa recherche. Donc là, on est typiquement sur la partie commerciale. Donc il sait qu'il doit aller rechercher des pièces en commerce et logistique. Et ensuite, il va aller observer si on a effectivement, parmi ces pièces concernées, des éléments qui rentrent dans le champ d'application du code OP qui a été sélectionné ici. Voilà, pour ne pas avoir de facture. C'est ça la doc dont tu parles. Je vais la mettre dans le chat. Je vous mets la doc. Alors, de la version 10.12, hein, je vous la mets dans le chat. Bien sûr, il faut l'ouvrir, cette doc-là, dans la version de… Bah non, je n'ai pas ouvert la 10.12 d'ailleurs, j'ai ouvert la 11. 11. Je suis dans quelle version? J'ai copié vite fait le truc sans regarder. Si, dans la 10.12, vous verrez d'ailleurs dans cette doc-là, des fois il y a marqué un numéro de version genre V10.5 ou chose comme ça, c'est quand il y a eu des changements justement. Et donc, a priori, dans la 10.5, là, il y a eu pas mal de nouveaux paramètres qui sont apparus dans le lien que je vous pousse. Et bien évidemment, l'idéal, hein, c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, d'en discuter avec votre partenaire intégrateur, qui vous expliquera, notamment, j'ai vu une question tout à l'heure, est-ce qu'il me manque des paramétrages, avec qui j'en discute, etc. Vraiment, prenez le réflexe, discutez avec eux, ils connaissent ces modules-là, où ils ont des spécialistes, des experts qui connaissent ces fonctionnalités-là et qui pourront vous répondre. Pouvons-nous voir les écritures générées directement sur Dibalto? Oui, alors vous pourrez les voir si on est en mode mise à jour réelle. Je vais faire un exemple, hein, justement, là, c'est ce que j'allais enchaîner. Là, je vous ai juste ouvert donc, la liste des écritures, donc juste pour montrer effectivement quelles sont les dernières écritures qui ont été réalisées. Et je vais faire un cas d'intégration, juste pour que vous puissiez effectivement observer que déjà ça s'intègre, mais aussi d'avoir effectivement le détail qui a été réalisé. Donc vous voyez, là je suis dans ma liste des écritures. Les dernières écritures qui ont été créées, voilà, sont des écritures de vente. On ne va pas s'attarder là-dessus. Je retourne donc sur mon cut-off, je vais repartir sur mon arrêté, donc 31 6 24. Cette fois-ci, je vais mettre en mise à jour réelle.
Donc, je suis bien, enfin, je sélectionne bien, puisque ce n'est pas le cadre de ma fin d'exercice, une situation de type provisoire. Et là, tout simplement, je vais valider. Hop. Voilà, donc il va faire le traitement. Ce qui est toujours conseillé, encore une fois, c'est d'avoir activé le mode export, parce que le mode export, comme on l'a vu, il vous permet d'avoir un élément d'analyse en amont, déjà pour voilà, vérifier qu'il y a des choses qui ne manquent pas ou qu'au contraire, il y a des choses qui n'ont pas lieu d'être. Mais il vous permet, au moment où vous avez fait la comptabilisation, d'avoir aussi finalement un justificatif. Là, vous avez vraiment tout le détail des opérations prises en compte, des calculs qui ont découlé des écritures. Donc, c'est quand même plutôt facilitant en termes de justificatif à apporter. Voilà, donc je valide. Si je retourne dans ma liste d'écriture, je vais juste rafraîchir. Voilà. Et là, vous voyez, ici, donc toutes les écritures qui ont été traitées. Donc on retrouve ici des PCA, donc on avait une seule pièce. Donc là, pareil, hein, vous voyez à chaque fois une pièce d'arrêté, une pièce d'extourne. Hein. C'est toujours la même logique. Vous avez ensuite, alors c'est dommage que l'écran, je suis obligé de zoomer parce que du coup, on voit pas tout, mais bon, c'est pas forcément grave. Vous avez ensuite le traitement des FNP, donc les factures non parvenues. Encore une fois, les BL ouverts à date d'arrêté. Donc là, on est sur une comptabilisation générale hein, avec l'ensemble du détail. Hop. Et à chaque fois, vous voyez, hein, sur chaque ligne, vous avez BL et le tiers qui est concerné. Donc voilà, il vous trace l'ensemble des écritures qui ont été faites. Donc vous voyez, je descends. Ça fait de la masse. Hein. J'ai pris l'ensemble des règles. Hein. J'ai vraiment tout pris, tout ce qu'on pouvait retrouver. Voilà. Donc à chaque fois ici, date d'arrêté. Normalement, après, effectivement, il va passer sur de l'extourne. Vous voyez que ça fait quand même de la masse. Voilà, là, on est sur l'extourne. Voilà. Donc, il vient simplement récupérer tout ce qui était dans les onglets CCFM qu'on a vu précédemment. Voilà, il prend et il importe finalement ces données dans le système. Donc, tout ce que vous avez dans le CCFM, vous allez le retrouver ici avec les différents niveaux de détail tels qu'on les a vus. D'où voilà, vraiment le côté intéressant de cet aspect justificatif du fichier Excel. Voilà. Alors, là, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont été intégrées. Je prends mon fichier d'export, je fais mon petit contrôle a posteriori. Voilà, je veux vraiment être sûr que tout a bien été fait, que c'est dans les règles de l'art. Et puis, je me rends compte qu'il y a une erreur. Voilà. Je dis ça comme ça. Donc, du coup, il faut que je retraite. Soit c'est une erreur qui est très ciblée et à ce moment-là, je vais pouvoir aller supprimer l'écriture et potentiellement la ressaisir manuellement. Soit je veux repartir de zéro. Je veux repartir de zéro, c'est-à-dire que je veux vraiment annuler tout ce qui a été fait, et puis je vais reprendre et je relancerai le traitement de masse dans un second temps. Alors vous avez cette possibilité, là aussi je crois que c'est en 10.5 que ça a été rajouté, de réaliser une suppression d'écriture de révision. Donc de la même manière, un petit peu comme l'extourne, en fait, il enregistre en mémoire les écritures de révision qui ont été réalisées en fonction de la date d'arrêté que vous allez renseigner, si vous êtes en mise à jour réelle, et sur une situation provisoire. Donc ces paramètres lui disent, je vais rechercher toutes les écritures de type cutoff qui sont dans ma comptabilité et qui sont sur mon journal paramétré ici dans mes différentes règles. Et quand je lance la suppression des écritures de révision, je confirme, et là il va me balayer tout ce que je viens de faire. Voilà. C'est aussi simple que ça, et donc ça vous permet derrière potentiellement de réajuster et pouvoir relancer le traitement en masse. Donc vraiment, là, ça a un intérêt, c'est de s'éviter des suppressions à la volée. Donc, je vais retourner voir ma liste des écritures. Et normalement, on va retrouver mes dernières écritures, qui étaient mes écritures de vente, hein, qu'on avait au tout début, sur cette partie-là. Hop, liste des écritures. Et donc, on va avoir... Ah, tiens, j'ai mon écran qui frise un peu. Je passe. Ouais, c'est bon. Voilà, donc vous avez les dernières écritures. Il m'a vraiment supprimé tout ce qui avait été généré précédemment. Voilà, donc ça, c'est la partie génération des régules commerciales. Donc, c'est vrai qu'on l'a appelé génération des régules commerciales parce que c'est un traitement qui est très ancien, qui à la base ne traitait que la partie
commerce. Donc FAE, FNP, AE, AR. Vous avez d'autres règles que vous pouvez prévoir. Hein. C'est aussi dans la documentation, type provision sur transport, remise de fin d'année, accord de coopération. Là, on va plus regarder les bons de commande. Mais tout est dans la documentation, hein, c'est décrit. Voilà, donc le système traitait uniquement la partie commerciale au tout début et on l'a fait évoluer, notamment en 10.5, pour traiter les éléments comptables avec notamment également ces dates de période. Voilà, donc sur la partie gestion commerciale, ce que je pouvais vous montrer, je vais passer à la partie gestion des stocks. Je vais y aller assez rapidement parce que c'est la même logique, hein, vous allez voir. Si je retrouve ici, donc génération des provisions de stock. Alors, vous voyez un écran qui est quasi identique à ce qu'on a vu précédemment dans la partie sur les flux d'achat-vente. À la différence qu'ici, vous ne pouvez pas faire de situation provisoire. Voilà. Aujourd'hui, au niveau des stocks, on est resté uniquement sur un traitement réel, un traitement donc de clôture définitive pour avoir une valorisation finale sur les différentes opérations. Et donc là, vous avez un peu les mêmes principes de paramétrage, c'est-à-dire que vous avez différents éléments de comptabilisation. Vous pouvez déterminer le type de stock. Voilà, par exemple, on a pris que du stock neuf sur un dépôt bien précis. Ici, on a pris un rebut sur le même dépôt. On a pris, voilà, créé une autre règle pour le dépôt numéro 2. Voilà, donc, ce qu'on avait précédemment sur la partie numéro code opération en gestion commerciale, vous avez cette même granularité sur la typologie de stock, en fait. Vous pouvez vraiment cibler vos règles par type de stock, voire même par dépôt si vous le souhaitez. Et donc, la démarche est à peu près la même. Hein. Vous avez une date d'arrêté avec une date d'écriture, date d'extourne. L'extourne peut être également automatique avec cette fonctionnalité. Et donc, vous avez derrière la possibilité de produire, donc là aussi, l'export en simulation pour le contrôle en amont, le traitement réel pour la comptabilisation et bien sûr, avoir l'export de justificatifs une fois que vous avez traité la comptabilité. Donc, je fais une simple simulation. Vous allez voir, c'est quasi identique. Alors, je vais peut-être mettre le 31-12 si déjà. Hop. Alors là, voilà. Et le 1. OK. Je valide le traitement. Donc, c'est toujours le même esprit, un fichier Excel qui vous retrace les éléments, qui vous propose donc les écritures qu'il a prévu de générer. Donc, je vais retrouver mon fichier. Ici, vous voyez, hein, vous avez des fichiers qui sont distincts. Je ne sais pas s'il m'a ouvert. Ah si, il est en train. Donc là aussi, ça peut être plus ou moins lourd. Hein. Voilà, donc là, alors là, non, on est sur l'ancien. Il va m'ouvrir le stock dans quelques secondes. Oui, alors ça, c'est de ma faute. J'ai oublié une information. Mais ça ne va pas empêcher d'avoir les éléments qu'on souhaite. C'est-à-dire, donc ici, alors, il y a une seule distinction au niveau du fichier Excel, c'est-à-dire que là, vous allez avoir 3 onglets. Un premier onglet donc, qui correspond aux traces qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire l'ensemble des opérations, ou ici l'ensemble des articles qu'il a trouvés par rapport à ce que j'ai paramétré, stock neuf, dépôt 1. Et ensuite, vous allez avoir 2 onglets avec des CCFM, donc le premier qui constitue l'écriture d'arrêté et le deuxième qui constitue l'écriture d'extourne. Voilà, dans le précédent programme, on a tout rassemblé dans un seul et même onglet au niveau des écritures. Là, on a distingué finalement l'écriture d'arrêté et l'écriture d'extourne dans 2 onglets différents. C'est la seule distinction qu'on va avoir en fait ici. Donc, dans la partie provision de stock, on va avoir effectivement l'ensemble des articles qui sont disponibles avec voilà, les différents éléments de valorisation. Je précise que ces éléments de valorisation, vous pouvez aussi les vérifier en commerce et logistique avec donc le programme d'inventaire comptable différé que vous pouvez imprimer. Donc, si vous mettez effectivement, si vous lancez une impression à n'importe quel moment en commerce et logistique de cet inventaire comptable différé, il vous reprendra exactement les mêmes informations, bien sûr en fonction de la date que vous allez indiquer, du type de stock et du type de dépôt. Voilà, il faut adapter simplement les filtres en fonction du cas de figure. Hein. Donc, c'est un élément aussi qui vous permet de contrôler en amont ou d'avoir un justificatif aussi par la suite. Donc, l'écriture CCFM qui va être pris en compte,
Donc ça, c'est du paramétrage, hein, encore une fois. Donc là, c'est des comptes classiques, 637 et 37. Il vous prend la totalité de la valorisation du stock et vous avez la possibilité au niveau de l'analytique de venir détailler par famille d'articles les différents éléments qui vont finalement détailler ce montant global. C'est-à-dire que si je prends, alors je vais aller dans la partie traitement, je vais prendre, admettons, celui-ci. Voilà. Donc là, j'ai effectivement un article qui est sur la famille Conc-Madash 3M Fib, donc 32 euros. Si je vais dans mon CCFM, si je vais chercher effectivement au niveau de mes ventilations analytiques cette combinaison-là, donc là, Conc-Madash 3M Fib, on retrouve bien le montant de 32 euros. Donc vous avez une écriture comptable qui est globalisée, mais vous avez la possibilité au niveau de vos ventilations analytiques d'avoir le détail par famille d'articles des mouvements qui vont venir justifier ce montant général. Voilà. Donc, si on augmente, bah forcément, voilà, ça fait des montants qui peuvent être parfois conséquents. Et donc, côté externe, vous allez avoir la même chose. Hein. C'est-à-dire vous avez simplement l'écriture qui va dans le sens inverse, avec derrière la reprise, là aussi, de l'analytique en fonction du mouvement de cette écriture-là. Et donc, pour chaque règle, voilà, donc j'avais ma règle sur mon stock neuf des points, j'avais mon stock de rebut des points, mon stock neuf dépôt 2. Bah, il va aller à chaque fois chercher les articles qui entrent dans ce périmètre-là, et ensuite il va proposer des écritures à générer. Alors là, on est sur la pure partie, j'ai envie de dire, provision de stock. On va maintenant également avoir la possibilité de gérer les dépréciations. En l'occurrence, ici, vous avez deux articles pour lesquels j'ai prévu la génération de dépréciation. Alors là, c'est un système qui est un peu différent. C'est-à-dire que pour produire une dépréciation, là aussi c'est dans la documentation, hein, il s'agit de créer un bon de livraison interne, donc une régularisation de stock, dans laquelle vous allez pouvoir évaluer le montant de votre article. Et dans le code opération, vous avez un taux de dépréciation qui va venir proratiser finalement l'écriture à réaliser. Donc en l'occurrence, ici, il m'a trouvé deux bons de livraison de type dépréciation que j'ai saisis sur ces deux articles. Donc on est sur des montants de 33 et 693. Et en fait, j'ai mis, alors c'était pour l'exemple, hein, j'ai mis une dépréciation de 40%. Et c'est ce montant-là qui va être pris en compte. Donc ici, 13,33 et 277,33, donc 40% de ces deux valeurs, pour aller constater la dépréciation au niveau comptable. Donc si je vais dans mon fichier CCFM, on va retrouver quoi? On va retrouver donc mes montants, alors le montant global, hein, 290,67, c'est-à-dire les 13,33 plus les 277,33. Et en détail, vous avez bien ici les ventilations qui sont mouvementées. Voilà, donc sur la dépréciation, même principe, dépréciation d'arrêté, dépréciation d'extourne. Voilà. Toujours la même philosophie on va avoir sur la partie Excel. Voilà, je regarde les notes que j'avais prises de choses à ne pas oublier. On a dû un peu accélérer. Donc, sur la partie régule commerciale, tout ce qui devait être dit a été dit sur les régules de stock. Pas de provisoire, du définitif uniquement, du BL interne, et puis le détail analytique. Ok, donc ça, c'est effectivement fait. L'inventaire comptable différé aussi. Hein, donc, alors je le montre très rapidement. Comme je le disais ici, voilà, vous avez côté commerce et logistique. Alors, je ne sais plus dans quel menu, encore une fois, c'est un autre responsable de domaine qui s'en occupe, mais c'est un programme donc, qui est disponible. Je crois que c'est dans la partie stock. Hein. Je m'avance peut-être. Donc, vous avez la possibilité de sortir cet état-là, donc du 30 juin 2024, par exemple. Voilà, là, vous reprenez la nature de stock neuf. Là, ici, je vais prendre les stocks que je veux comptabiliser sur du 370, parce que c'est aussi un élément de filtre que j'ai mis. Et sur mon stock 1, voilà. Et donc là, ça vous donne à instant T, ou plutôt en fonction de la date que vous avez mis, eh bien, le même rendu que ce que vous allez avoir dans le fichier Excel. Hein, c'est-à-dire que sur cette partie-là, si je reviens dans mon fichier Excel et que je prends le tout premier onglet, alors ça c'est, hop, voilà, au niveau du stock, ça va être intéressant. Tac, tac. Donc là, il est en train de me sortir l'impression.
et on va retrouver vraiment les mêmes données. Donc, si jamais vous voulez, voilà, vous voulez d'abord passer par ce schéma-là, par cette impression, faire vos contrôles avant d'aller observer finalement les éléments du module cutoff, vous pouvez très bien passer par cette impression. Et je me rends juste compte que j'ai sorti un état au 30 juin alors que c'est au 31/12. Excusez-moi, je me suis dit les chiffres n'avaient pas l'air bons, donc ça permet aussi là, de voir, je vais peut-être fermer ça, ce qui se passe. Je le lance très rapidement, 31/12. 24. Je remets donc stock 9. Je remets mon compte donc, de stock ici, ici, et je mets mon dépôt 1. Voilà, j'envoie l'impression. Donc on va juste brièvement comparer les éléments, mais vous allez voir, c'est à l'identique par rapport à ce que le module cutoff a prévu. Donc on est bien sur deux modules du coup qui se rejoignent. Voilà, ça vient tout doucement et on arrive sur l'impression. Voilà, donc là vous avez, c'est des chiffres qui effectivement me parlent beaucoup plus. Hop, si je prends ici par exemple, donc déjà il vous trouve les mêmes articles évidemment, et puis en plus au niveau des valorisations, vous voyez qu'on retrouve exactement les mêmes montants à chaque fois. Donc on a bien une cohérence entre les deux programmes, de sorte à s'assurer que effectivement commerce et logistique puissent parler avec la partie comptabilité. Voilà, je termine cette présentation avec un dernier élément. Alors, c'est vraiment dans l'esprit cutoff. Là, on finit le traitement pur et dur du cutoff. Mais ça me permettait aussi de faire un dernier rappel ou une petite parenthèse sur la partie bilan et compte de résultat, puisque dans la partie impression en comptabilité, vous avez ce module. Alors, lui aussi, je crois que c'est en 10.5 qu'il a été créé. Vous avez la possibilité de sortir ces états de situation. Et depuis donc le 1er janvier 2025, on propose effectivement les nouveaux états d'impression avec la réforme 2022-06 de l'ANC sur la modernisation des états financiers. Donc, nouveau bilan, nouveau compte de résultat. Voilà, si je prends ici le nouveau modèle, j'indique ici simplement mes exercices. Et là, vous avez une petite case à cocher qui vous permet d'inclure les écritures extra-comptables. Et donc, si vous êtes dans une situation intermédiaire ou dans une clôture définitive, dès lors que vous avez fait votre module de cut-off avec les opérations qui vont bien, derrière, vous pouvez ressortir du coup vos éditions de compte annuel, donc bilan, compte de résultat, en prenant en compte ces écritures extra-comptables pour être vraiment dans une situation qui soit la plus réelle à l'instant de votre clôture fictive. Voilà, donc après, voilà, ça s'enchaîne. Et on retrouve l'impression telle qu'on l'a proposée. Donc ça, c'est aussi, je précise, les nouveaux modèles sont disponibles sur notre espace documentaire pour pouvoir éventuellement les récupérer si vous le souhaitez. Voilà, donc après, c'est les modèles d'impression réglementaires qui ont été communiqués dans cette réforme. Voilà, c'était le dernier point que je souhaitais préciser. Hop. Juste une petite question là, tant que tu rebascules sur le bon slide. Bertrand qui nous demandait là, quand on a annulé, qu'on a supprimé ce qu'on avait fait en termes de cut-off, là, la régulation. Oui. Est-ce que du coup le numéro du compteur des pièces, il revient en arrière ou un compteur d'écriture? Ouais. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que même en cas d'une suppression manuelle, il me semble qu'on ne reprend pas le compteur d'écriture. Il me semble, il faudrait que je vérifie. On te répondra, Bertrand, directement. Ouais. Je préfère confirmer. Là, comme ça, j'ai un doute. Il me semble pas, mais voilà, je préfère apporter une réponse. En théorie, on a généré les choses. Donc, et puis, effectivement, comme tu le reprécises, je pense que ça, si tu fais une suppression plusieurs jours après ou je ne sais quoi, quelque part, tu peux avoir des pépins. Donc,
Non, mais alors, et dernière question, c'était pas d'export possible, d'export Excel de Sonia. Je ne sais pas si c'était à la fin, là, ton Pas dernier d'export. élément. D'export possible, alors c'est par rapport au stock? Enfin, Non, c'était bien après. Je crois que c'était le compte de résultat. Ah oui, pardon, excusez-moi. Pas d'export. Oui, Alors non, précise, le compte de oui. résultat. Non, l'impression n'est pas exportable sous Excel. C'est une impression viewer. Réglementaire, de toute façon, qui Voilà, c'est ça. répond à un Par contre, document. c'est pour ça que j'ai bugué un peu. Il est possible d'exporter effectivement le paramétrage de ces éléments pour pouvoir les importer si jamais effectivement voilà, vous ne disposez pas de ces nouveaux formulaires. Oui, oui, ça c'était pour C'était dans ce sens-là que. la nouvelle version, Voilà. effectivement, Mais du rapport. l'impression n'est pas On pourrait exportable. récupérer le modèle et l'importer, bien évidemment. Mais effectivement, c'est une impression type document PDF. OK, donc on est arrivé au bout. Alors, si j'ai bien compris, lors de validation des écritures comptables, Divalto va générer un numéro dédié chronologique, donc pas d'incidence et pas besoin de revenir en arrière sur la numérotation. Alors c'est exactement ça. En tout cas, ça me fait un lien avec le FEC. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on valide effectivement une écriture, on adresse un numéro de validation à chaque ligne d'écriture, non pas à chaque écriture, qui va faire office effectivement d'élément de référence de numérotation au niveau du FEC, de sorte à s'assurer qu'effectivement on réponde à l'obligation de chronologie et de non et de continuité de la numérotation sur cette partie-là. C'est bien parce qu'en même temps, certains de nos partenaires nous posent des questions un peu plus précises, donc tout va bien. Je reconnais les différences de questions entre certains utilisateurs et certains partenaires qui sont connectés. Donc on va finir juste sur les bénéfices. On a largement dépassé les midis, donc je ne voudrais pas non plus trop aller trop loin. Vous aurez un formulaire à la fin de satisfaction par rapport à ce webinaire qui pourra vous permettre de reposer des questions. Et comme dit, je vous ai mis mon adresse email dans le chat. Donc si vous avez vraiment une question un peu particulière, je pourrais en discuter avec Benjamin et puis au cas échéant, éventuellement vous renvoyer vers le bon support ou la bonne documentation. Si tu résumes juste ce Oui. slide-là, qui est le dernier. Je l'ai évoqué à plusieurs reprises, donc bénéfice, c'est effectivement la partie contrôle. Ce fameux export détaillé que vous allez avoir en amont, avant traitement comptable, mais aussi après en termes de justificatif. Vous avez la diversité, c'est-à-dire qu'on a vu qu'au niveau du paramétrage, que ce soit sur la partie achat-vente avec les codes OP, mais aussi sur la partie stock, où vous pouvez vraiment détailler par type de stock et par dépôt des règles qui peuvent vraiment s'adresser à chaque cas de figure. Vous avez bien sûr aussi la gestion des situations intermédiaires et définitives. Et pour finir, j'ai envie de dire, tout l'enjeu de ce traitement-là, c'est l'automatisme, en l'occurrence la génération des écritures de situation, donc d'arrêtés, et également leur extourne en parallèle. Alors, j'ai pas poussé le dernier sondage. J'en profite, je l'ai envoyé. Hop, il y a un dernier sondage sur votre fréquence de situation. Si vous voulez remplir, je vois qu'il y en a qui commencent à se déconnecter. Bien sûr, il y a la pause du déjeuner. Vous retrouverez en fait cette présentation sous la forme de replay sur YouTube, ainsi que toutes les précédentes qu'on a fait. Comme dit, il ne s'agit pas en fait de formation, ça ne substitue pas une formation qui pourrait être faite avec votre partenaire ou quand vous découvrez le logiciel. C'est vraiment pour vous ouvrir les yeux sur les fonctionnalités disponibles dans la dernière version. On essaye de vous préciser à chaque fois si telle ou telle fonctionnalité est apparue dans une version précédente ou depuis longtemps. On peut se tromper là-dessus parce que effectivement, il y a une grande richesse dans l'ERP au fil des différentes versions. Et ça ne remplacera pas quelque part tout ce que peut vous apporter votre partenaire, votre prestataire qui déploie le logiciel pour vous accompagner et valider que tout ça correspond bien aux usages que vous attendez. Il y avait une dernière petite question, je crois juste de Catherine qui demandait où est-ce que, attendez, juste, je ne sais pas si elle est encore là, quel est le formulaire à renseigner pour l'impression de bilan de compte de résultat? Alors normalement, c'est quand vous êtes sur votre programme d'impression bilan compte de résultat, vous pouvez faire F9 et là, il vous propose normalement un ensemble de formulaires qui sont disponibles à l'impression.
Donc, si vous n'avez rien, ça veut dire que potentiellement, il n'en existe pas. Sinon, ils ont des noms très spécifiques, c'est-à-dire 2050, 2051, 2052, c'est des numéros de CERFA. Voilà, donc vous n'avez pas de formulaire. Donc, du coup, je vous invite à aller récupérer ceux qui sont disponibles sur l'espace documentaire pour pouvoir tout de suite disposer des formulaires de la nouvelle réglementation. Là, alors je peux peut-être juste le chercher. Ou alors, ouvre voir juste, pour finir, ça c'est intéressant, ouvre voir juste le portail et comment tu trouverais l'information, et on va finir là-dessus. Donc, doc.divalto.com, en utilisant le moteur de recherche en haut, alors je ne sais pas si tu mets directement le numéro du formulaire en question ou autre. Il faut juste faire attention à chaque fois quand vous faites des recherches, vous pouvez préciser dans quelle version vous êtes. J'ai répondu à une question tout à l'heure sur la documentation. Alors là, en ligne, ce portail existe que depuis la génération 10, donc vous retrouverez que les docs de la génération 10. Hein. Bien entendu, d'ailleurs, sur la génération 7 ou même avant de l'ERP, c'est plus sous maintenance et la documentation est intégrée au programme. Vas-y, tape. Je suis en train, mais j'ai beaucoup de lenteur. Hein, je pense que là, c'est tous les collègues qui, entre midi et deux, sont sur d'autres choses. Je pense. Alors, j'ai fait en sorte que la page soit appelée avec effectivement un ensemble d'éléments identifiants, c'est-à-dire le nom de la réforme, modernisation des états financiers, et j'ai également rappelé le règlement. Donc, si vous mettez modernisation, si vous mettez 2022-06, si vous mettez ANC, il vous proposera effectivement donc ce choix-là. Et donc, c'est cette page-là qui va vous permettre de retrouver donc la partie des nouveaux formulaires d'édition de bilan compte de résultat, mais aussi le nouveau plan comptable qui entre en vigueur là depuis le 1er janvier 2025. Voilà, on a fait circuler une information auprès des partenaires il y a quelques temps là-dessus. Ouais, et normalement, ils ont toutes les informations par rapport à ça. Et donc là, vous pouvez télécharger le... Il y a même le texte réglementaire qu'on a rajouté ici pour être vraiment complet. Voilà, il me reste à remercier Benjamin pour toutes ces présentations et ce détail et ces questions. Je crois que là, on a battu le record en termes de nombre de questions par rapport à un webinaire qu'on a pu faire précédemment. Donc, ça montre l'intérêt et puis ça montre aussi également qu'il y avait pas mal de monde qui avait expliqué qu'ils n'avaient pas encore utilisé ce module fonctionnel. Donc, ça me rassure que vous posiez des questions parce que du coup, ça vous montre de l'intérêt. Et puis d'un autre côté, que ce type de webinaire est important pour vous donner de l'information sur ce qui existe. Bien entendu, si vous n'avez pas la bonne version, je vous invite aussi à discuter avec votre partenaire pour mettre à jour l'ERP. C'est extrêmement important. C'est comme ça que vous pouvez quelque part en tirer les meilleurs bénéfices, hein, puisqu'on travaille, nous, au quotidien, à améliorer les fonctionnalités et prendre en compte vos retours. Là, j'ai déjà noté 2 petites suggestions d'évolution. Et on vous remercie. Voilà, vous avez mon adresse email. Donc, si vous avez des idées d'autres modules que vous voudriez qu'on présente finance avec Benjamin, alors on a toujours des idées de notre côté, mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous les envoyer. Hein, comme ça, on étudiera pour le coup les sujets pour voir si on arrive à tenir tout ça dans 1 heure. On vous souhaite un très bon appétit. Merci Benjamin. Merci à tous. Bon appétit à tous également. Et à très bientôt. À bientôt.